Hello les amis investisseurs minimalistes et j'espère que vous avez la super forme. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va analyser l'entreprise, l'action Orange. Vous avez été nombreux à me demander une analyse sur l'action Orange et vous avez tout à fait raison parce qu'il y a énormément de choses à dire ou à ne pas dire d'ailleurs sur cette action. Alors, à quoi ça sert de faire ces analyses finalement? Ça sert à vous montrer comment moi, est-ce que j'analyse une entreprise que je vais mettre dans mon portefeuille. Alors bien sûr, je ne vais pas vous montrer le processus de A à Z parce que ça prend quand même pas mal de temps, mais c'est vous montrer un peu comment je pense, les quelques indicateurs que je regarde et les questions que je me pose avant d'investir le moindre euro sur cette action. Et sinon, je tenais juste à vous remercier, on est bientôt 800 sur la chaîne. On s'en rend pas compte comme ça, quand on est créateur de contenu, mais ça fait beaucoup. 800 personnes, c'est quasiment 3 amphis. 3 amphis de la fac qui sont des fois vides, voilà, mais c'est quand même 3 amphis limite et c'est assez impressionnant, je vous l'avoue et avec ça, beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires. Franchement, on échange bien ensemble, j'adore. Continuez à laisser des commentaires, hein, j'adore ça, vous répondre, si vous avez des interrogations, pour faire un retour sur la vidéo, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. On est là pour parler, on n'est pas dans le jugement, on est là pour parler comme des adultes, comme des investisseurs minimalistes. Donc, je vous propose qu'on regarde rapidement une petite vidéo sur Orange pour qu'on voit un peu plus de quoi il s'agit, pour voir, avoir un petit aperçu de ce que propose l'entreprise, voir un peu s'il y a des good vibes ou des mauvaises vibes. Donc, c'est parti, on va derrière mon écran, mais d'abord la petite vidéo introductive. Bienvenue chez Orange, un groupe engagé et responsable vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses clients et de l'ensemble de la société. Voici quelques chiffres clés pour mieux comprendre notre groupe. Tout d'abord, nous sommes un opérateur multiservice. Et grâce au travail de nos équipes sur plusieurs continents, Orange est une marque mondiale de premier plan. Quant à nos résultats, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et comme on se retrouve les investisseurs minimalistes, vous m'aviez manqué. J'espère que c'est réciproque d'ailleurs, hein. Oui, donc l'analyse d'Orange, hein, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo introductive. C'est vrai que j'aime bien passer ce genre de vidéo. Comme ça, on voit vraiment de quoi il s'agit. On voit vraiment de quoi il s'agit parce que finalement, les actions, c'est quelque chose qui est assez dématérialisé. Et j'aime bien visualiser ce genre de vidéo, toucher les produits pour vraiment voir si je peux investir dessus. Donc ouais, je vous ai mis cette petite photo de Tovin que bon, on l'aime pas. Moi, je trouve que c'est un super joueur, même si je suis pas un fan de foot, mais je trouve que c'est un super joueur. Et le fait qu'il y ait le orange là sur son maillot, ça me rassure déjà parce que ça montre déjà que l'entreprise, elle est présente, qu'elle est présente, que ce soit dans le milieu sportif, culturel. Mais il faut savoir qu'à Marseille, j'habitais à côté du Vélodrome. J'habitais dans le 12e arrondissement. C'était à 15 minutes du Vélodrome. Et à chaque fois que je parlais du Vélodrome, j'arrivais à Marseille, on parlait du foot et je lui disais: «Mais est-ce que tu es déjà allé au Vélodrome?» Et les gens me disaient: «Non, non, c'est pas le Vélodrome, c'est l'Orange Vélodrome». Et je me suis dit: «Mais le Vélodrome, il est pas orange, c'est quoi ce bordel?» Et ils m'ont répondu: «Mais non, en fait, c'est le sponsor Orange, l'entreprise Orange qui a donné le nom au Vélodrome». Donc pour vous dire à quel point ils sont présents dans le milieu sportif, à Marseille du moins. Donc c'était pour la petite aparté. Et on commence la petite analyse. Alors, déjà, au niveau du secteur d'activité de Orange, eh bien, ils sont dans les services communication. Donc là, on a un petit tableau récap de leur activité, un tableau récap qui est très important pour voir un peu quelles sont leurs activités, qu'est-ce qu'ils vendent. Très important, très intéressant. En tant qu'investisseur, on se doit d'analyser le business, de voir sur quoi on investit, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils produisent comme cam, quels sont leurs secteurs d'activité, quels sont les chiffres, à analyser qu'est-ce qui peut être important. Comme dit, l'objectif, hein, c'est pas qu'on devienne tous des ingénieurs en télécom. Alors, le premier segment déjà qui est majoritaire, qui représente 25% du chiffre d'affaires de Orange, c'est les mobile services.
Donc ça, c'est tout ce qui est Internet mobile, j'allais dire 3G, mais ça n'existe plus quasiment. On a donc la 3G, la 4G, tout ce qui permet la connexion finalement sur les téléphones mobiles. Et ça, c'est très important parce que les services de téléphonie mobile, ce sont des abonnements. Et si tu veux, quand tu es une entreprise, tu cherches à avoir des revenus réguliers. Disons que ça sert à rien de vendre un truc hyper cher pour qu'après la personne derrière, eh bien, elle consomme plus. Donc quand tu vas solliciter Orange, par exemple, tu as une offre 15 balles par mois, 15 euros par mois. Imaginons qu'il y ait 30 millions de personnes qui achètent ce service, et bien tous les mois, tu as 30 millions fois 15 qui rentrent. Donc c'est un bon business, je pense. C'est un business qui est, comment dire, scalable parce que tu peux avoir la même connectique, la même connectivité, le même service de télécom, l'antenne ou autre chose, hein, je ne suis pas un expert, et tu peux le vendre à des millions de personnes. C'est plutôt sympa, franchement, c'est un bon business, hein. C'est un peu comme, comment dire, la pub YouTube. Bon, je vais prendre un exemple grossier, mais en gros, moi, quand je te fais une vidéo, eh bien, il y a toi qui la regardes, et d'ailleurs, je te remercie de la regarder. Si tu prends du plaisir à la regarder encore, je suis super content. Mais disons que c'est ce qui est là parce que je fais une vidéo et derrière, on a potentiellement 1000, 2000 personnes qui peuvent la regarder. Dans mon cas, hein, je ne suis pas un gros YouTuber non plus, mais on peut scaler facilement. Et ça, c'est ça qui m'intéresse chez Orange. Euh, Ensuite, on a tout ce qui est fixed services. À mon avis, ça c'est pas à mon avis, mais c'est de la connectivité Internet dans les foyers. Donc tout ce qui est routeur, tout ce qui est ADSL avant, tout ce qui est fibre dans les foyers, dans les maisons, dans les appartements, Orange te les fournit. Et d'ailleurs, je pense que vous devez avoir un abonnement Internet chez Orange. D'ailleurs, si tu es chez Orange et que tu as l'abonnement Orange Internet chez toi, ben, dis-le-moi dans les commentaires, ça peut vraiment être intéressant. Ce segment de service, il représente 22%. Donc, on a une grosse majorité en mobile services, fixed services. Et on a aussi le segment qui s'appelle le wholesale. Donc, je vais encore développer celui-là. Les autres, c'est vrai qu'ils sont assez minoritaire, mais le wholesale, c'est tout ce qui concerne les services aux entreprises. Donc, imaginons que tu as une entreprise qui fabrique, admettons, des denrées alimentaires. On prend l'exemple de Nestlé. Eh bien, pour faire fonctionner tous les logiciels autour de ce produit, eh bien, tu vas utiliser une connectivité et du coup Orange t'assure la connectivité entre tous ces services. Donc par exemple dans un progiciel qu'on appelle de gestion intégrée, tu vas avoir un module lié aux commandes. Donc toutes les informations relatives aux commandes, elles vont être centralisées. Tu vas aussi avoir un module relatif aux clients et tu vas avoir toutes les informations qui sont propres aux clients. Tu vas avoir leur adresse, leur nom, leur prénom, leurs préférences. Tu vas aussi avoir un module comptabilité où là, tu vas pouvoir tracer l'évolution de ton chiffre d'affaires. Donc en fait, tout ça, tu vois, tous ces pôles, ils sont connectés entre eux. Et Orange assure du coup la transmission de l'information entre ces différents pôles. Comme je l'ai dit avant, l'objectif, c'est pas de comprendre exactement le fonctionnement de ce truc, mais c'est de comprendre dans la globalité qu'est-ce qu'il propose. Et le wholesale, c'est justement ça, c'est la prestation de services, de connectivité aux entreprises. Et à mon avis, ça regroupe énormément de choses, on s'en rend pas compte. Mais à mon avis, quand tu as, imaginons que tu as un drone dans les zones de guerre, l'information qui est transmise du drone, que ce soit au niveau par exemple des capteurs de chaleur, au niveau des caméras, eh bien Orange, on pourrait très bien imaginer qu'ils font la passerelle entre ces capteurs-là et les différents ordinateurs qui sont à distance. Donc si par exemple toi tu pilotes ton drone à distance, eh bien on peut très bien imaginer que Orange fasse la connectivité entre l'appareil, le drone, et l'interface, l'ordinateur. Donc moi, déjà, de ce que je vois, c'est plutôt bien diversifié. On a à la fois une offre en B2C, donc une offre business to customer, et on a aussi une offre aussi en B2B. Donc ça, c'est entreprise à entreprise, et c'est ce qu'on a exactement avec le wholesale. Donc moi, déjà, j'aime bien ça. Après, on va pas détailler les autres segments d'activité.
mais on voit aussi qu'ils ont d'autres activités connexes et c'est vraiment très intéressant. Le pire que vous puissiez faire quand vous investissez sur une entreprise, c'est d'investir sur une entreprise qui ne propose qu'un seul service. Et c'est marrant parce que j'avais cette conversation avec un autre YouTuber qui s'appelle Anthony. Et c'est vrai que quand tu as une entreprise, aussi petite soit-elle, tu cherches toujours à diversifier tes sources de revenus. Tout simplement parce que si un jour on prend le cas d'Orange, eh bien, ton segment de marché mobile services, eh bien, il marche pas, tu auras toujours les autres qui vont fonctionner. Et c'est déjà un bon point. C'est comme quand tu es youtubeur, on prend l'exemple d'un youtubeur, il peut avoir comme source de revenus la monétisation via les pubs. Et son job après, ça va être de chercher d'autres sources de revenus. On peut très bien imaginer qu'on peut diversifier ses sources de revenus avec la vente de formation. On peut aussi vendre des goodies, des pulls personnalisés. On peut aussi vendre des abonnements. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui utilisent Patreon pour faire des podcasts exclusifs. D'ailleurs, moi j'y pense. Je pense pas avoir la communauté encore nécessaire, assez grande pour ça, mais j'y pense, faire des podcasts exclusifs juste pour les membres qui me suivent, ça me permet déjà à moi de parler un peu de ce que je veux, parce que sur YouTube, je suis censuré. Après, voilà, c'est pas grave, hein, YouTube a ses avantages, ses inconvénients, mais ça permet de faire ça et il faut toujours penser diversification d'activités quand on investit sur une entreprise. Aussi, ce qu'on peut regarder, c'est la répartition géographique du business. Parce que tu peux avoir une entreprise qui a plusieurs services, mais qui n'est que présente en France ou dans un seul pays. Et si tu prends les meilleures boîtes, celles qui cartonnent le plus, prenons l'exemple d'LVMH, eh bien LVMH, je ne sais pas si vous le saviez, mais réalise 20% de son chiffre d'affaires seulement en France. Le reste, c'est dans les pays asiatiques, pays du Moyen-Orient. C'est là où ils ont les moyens de s'acheter du Louis Vuitton. C'est vrai que nous, avec la conjoncture économique de notre marché du travail, on n'est pas prêt de tous pouvoir s'acheter du Louis Vuitton. Mais il faut toujours penser répartition géographique. Est-ce que l'entreprise vend ses produits dans d'autres pays? Et là, c'est le cas. On voit quand même qu'il y a une surpondération, une surprésence de la France dans la répartition du chiffre d'affaires. On est à 40% du chiffre d'affaires. Après, on voit aussi qu'Orange réalise 20% de son chiffre d'affaires dans ce qu'on s'appelle le global. Donc, à mon avis, c'est tous les pays qui sont dans la zone de l'Union européenne ou pas d'ailleurs. En Amérique aussi. On voit aussi que elle réalise 13% de son chiffre d'affaires en Afrique et dans le Middle East, donc le Moyen-Orient. European countries, Spain. Donc on a une bonne diversification géographique au niveau des activités. Après, je trouve que la répartition, elle n'est pas assez détaillée au niveau du Global Africa. Donc je vous propose qu'on aille sur Zone Bourse pour regarder un peu plus de quoi il s'agit et de voir un peu la répartition du CA en détail. Et on l'a juste ici. Le CA par pays se ventile entre France, 52%, Espagne, 14%, Europe, 16,2%, Afrique et Moyen-Orient, 16%. Donc là, le seul problème qu'on pourrait éventuellement mettre en avant, c'est qu'elle n'est pas présente aux USA. Mais à mon avis, aux USA, c'est déjà AT&T qui est présent et qui a le monopole. Donc on pourrait dire que c'est pour cette raison qu'il n'arrive pas à s'implanter aux États-Unis. Il y a encore d'autres pays dans lesquels il n'est pas implanté, notamment la Chine. Mais pareil, hein, en Chine, on a l'équivalent de AT&T. On a ce qu'on appelle China Mobile, pardon. Quand j'étais en Chine, en fait, t'arrives, tu fais le check à la douane, tu montes tes papiers, tu prends ton appart. Et il faut savoir qu'en Chine, tu ne peux pas vivre sans téléphone ni connexion Internet. Donc je me souviens quand j'étais arrivé à Pékin, je suis arrivé dans le Airbnb, tout se passait bien, le proprio était plutôt sympa, je marchais, et je me suis rendu compte que je pouvais rien faire sans Internet, parce que déjà, quand t'as pas Internet, t'as pas de téléphone, et eux, ils payent tout avec le téléphone, grâce à une interface qui s'appelle Alipay. Donc, je me suis vite retrouvé au bout d'un jour à ne plus pouvoir rien faire. Et j'étais dans l'obligation de trouver un fournisseur Internet pour mon téléphone. Et à ma grande surprise, bon, c'était pas du tout la même chose qu'en France, dans le sens où il y avait qu'un seul opérateur de disponible, ou deux. Il me semble que c'était plus un. Il y en avait quelques-uns, mais bon, ils étaient très minoritaires.
toutes les boutiques de téléphonie, c'était du China Mobile et c'était l'opérateur national. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'Orange ne peut pas s'implanter dans d'autres pays parce que derrière, on a des pays qui sont assez gros et qui ont déjà des entreprises implantées, des entreprises qui ont un monopole. Donc qu'est-ce qu'on en pense de la répartition du chiffre d'affaires? Moi, je trouve que c'est une répartition qui est plutôt bonne. Bien sûr, il y a cette surpondération sur la France, mais comme dit, Orange est un opérateur français à la base. Donc, est-ce qu'on va en tenir rigueur? Non. Donc maintenant, on arrive à la troisième partie de l'analyse. C'est une partie que j'adore parce que, voilà, peut-être que vous connaissez mon parcours. J'ai un parcours qui est très orienté finance d'entreprise, orienté comptabilité. Et j'adore analyser les bilans, les comptes de résultats, les flux de trésorerie. C'est vraiment un truc que je kiffe faire. Donc on va voir ensemble les principaux chiffres qui peuvent être intéressants pour l'analyse d'Orange. Déjà, c'est la capitalisation de 25 milliards. Orange a une capitalisation de 25 milliards d'euros. Donc la capitalisation, en gros, ça te montre la taille de l'entreprise. Tu as différents types de capitalisation. Tu as les petites capitalisations où c'est en dessous de 300 millions d'euros. Ensuite, tu as les mid-cap, les moyennes capitalisations. Ça va jusqu'à 5 milliards. Certains diront 10, donc on va prendre 10 hein, si ça vous va. Et au-delà de 10 milliards, eh bien, tu as ce qu'on appelle les big cap, les grosses capitalisations. Et Orange a donc une capitalisation de 25 milliards, donc c'est une big cap. Et en tant qu'investisseur, en tant que bon père de famille, même si je n'ai pas d'enfant, peut-être que ça va arriver bientôt, peut-être qu'il y en a un qui est en cours, je sais pas. J'espère pas, hein, pour être honnête. Eh bien, moi j'adore investir sur des big caps parce que je pars du principe qu'elles sont too big to fail. Donc bien sûr, aucune entreprise n'est invincible. Toutes les entreprises ont une chance de faire faillite, mais quand tu investis sur des grosses capitalisations comme Orange à 25 milliards ou LVMH à plus de 100 milliards, eh bien, tu as moins de chances que l'entreprise fasse faillite et tu as mécaniquement plus de chances qu'elle dure dans le temps. Et d'ailleurs, si tu regardes Orange, hein, ça fait pas mal d'années maintenant que ça existe, donc on a le recul de l'activité, on peut voir vraiment comment ça a évolué. Et disons que en tant que bon père de famille, ça me rassure d'investir sur des big caps. Peut-être que je me trompe. Effectivement, sur des big caps, tu vas pas pouvoir faire du 200% en une journée, mais je préfère une augmentation assez lente de mon portefeuille, mais sûre. Je préfère faire la stratégie de la tortue, en mode je prends 4 à 5% de dividendes sur cette action, pas plus, hein, parce que voilà, j'estime que c'est déjà suffisant, plutôt que de me risquer à aller sur des entreprises qui n'ont pas l'historique, qui sont des small caps, qui sont beaucoup plus fragiles. Et j'arrive bien à dormir la nuit, on va dire. Donc ça, c'était pour le volet capitalisation. On peut aussi analyser la taille des effectifs, hein, qui est directement corrélée à la capitalisation. Plus tu vas avoir une entreprise grosse, entre guillemets, qui aura une grosse capitalisation, et plus tu auras d'employés. Donc 133 000 employés pour Orange, c'est énorme. C'est comment dire, c'est un sixième, un cinquième de la ville de Strasbourg. C'est comme si tu prends Strasbourg, là où j'habite, et il y a un cinquième de la population qui bosse pour Orange. Donc bien sûr, à mon avis, ces employés-là, ils sont répartis à 50% en France et le reste dans les pays qu'on a vus avant. Mais c'est quand même une entreprise qui est énorme. Et je pense que si on regarde les effectifs de Amazon, peut-être pas de Facebook, c'est un peu moins, mais si tu regardes LVMH, si tu regardes Total, on est dans cet ordre de grandeur. Troisième chiffre, hein, j'ai pas mis les chiffres en détail, mais c'est les données financières qu'on va regarder après. J'aime regarder le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation et le résultat net. Il y a aussi d'autres indicateurs que j'adore. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ma fiche de décision que j'utilise. Et d'ailleurs, que je fournis dans le cadre de la formation Votre deuxième salaire grâce à la bourse. C'est un outil qui est vraiment bien, qui te permet de voir si une entreprise coche les cases pour la mettre dans le portefeuille. Donc, je vous montrerai un petit aperçu après. Et ensuite, on va aussi analyser le dividende. On va tout faire d'un coup. Et enfin, le cours de bourse.
Je ferai un parallèle entre les trois après et vous comprendrez pourquoi. Donc voilà, on est sur la fiche de décision. C'est une des fiches de décision que je fournis avec la formation. Dans le cadre de la formation, votre deuxième salaire avec la bourse, la méthode de A à Z. Moi, j'aime bien en fait que tout soit cadré. J'aime bien avoir une structure pour mes investissements. J'aime savoir ce que je fais et surtout quand je doute, eh bien, je me réfère à des listes de ce type pour prendre les meilleures décisions possibles. Et on va regarder principalement trois indicateurs qui vont vraiment nous aider à faire notre choix. Des indicateurs qui sont assez parlants pour analyser le dividende et pour analyser la pérennité de l'action à long terme. Donc le premier, c'est le chiffre d'affaires, c'est simplement les ventes en euros. Donc admettons que tu sois une boulangerie, tu vends un petit pas à 1 euro, ton chiffre d'affaires c'est 1 euro. Admettons que maintenant, si on parle du résultat d'exploitation ici, tu vends ton petit pas à 1 euro, et bien pour avoir ton résultat d'exploitation, il faut que tu déduises le coût des matières premières. Donc si tu as mis de la farine, des œufs et que ça t'a coûté 20 centimes, eh bien tu as un résultat d'exploitation de 80 centimes. Et là encore, le résultat net, le troisième indicateur qu'on va voir ensemble, eh bien, c'est ce qui te reste à la fin une fois que tu as tout déduit. Donc, tu as, t'as 1 euro de vente de croissant, tu as les 20 centimes de matières premières, et là, il va falloir ajouter les salaires, il va falloir ajouter les impôts, les éventuelles dépréciations sur les machines, sur ton four à pain, plein de petits trucs comme ça. Tu vas aussi déduire ton loyer pour le local. Tu vas déduire toutes les dépenses, tout ce qui sort de ta poche pour créer ce croissant. Eh bien, tu vas le déduire et ça va donner ton résultat net ou ton bénéfice. Et on va regarder du coup ce qui se passe pour Orange sur une durée de 5 ans. On va aller dans compte de résultats. C'est là où on voit ce type d'informations. On se met en annuel et on regarde l'évolution du chiffre d'affaires depuis 2017, donc sur une durée de 4 ans. On voit qu'il passe de 40 milliards à 42 milliards en 2020. Donc là, c'est intéressant ce chiffre. On voit une petite augmentation. Mais disons que Orange, c'est une entreprise qui est assez mature, qui a conquis les marchés qu'elle devait conquérir, qui est très bien implantée et qui a du mal à croître. Donc ça a du mal à croître. C'est un peu comme AT&T aux États-Unis. C'est quasiment le même compte de résultats. Maintenant, si on regarde le résultat des opérations ou d'exploitation, hein, c'est la même chose. On passe de 4 milliards 7 à 5 milliards 5, donc corrélé à cette augmentation de chiffre d'affaires. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que même avec l'augmentation du chiffre d'affaires, Orange a réussi à augmenter son résultat opérationnel. Donc, ça veut dire qu'ils gèrent correctement leurs dépenses. Ce qui est dangereux, c'est de voir des entreprises augmenter leur chiffre d'affaires et qui voient leur résultat d'exploitation baisser parce qu'il y a cette gestion des dépenses qui est un peu médiocre. Et enfin, troisième indicateur, si on s'intéresse aux bénéfices, on passe de 2 milliards à 5 milliards en 2015. Donc encore une preuve que Orange gère bien ses dépenses et qu'elle arrive à allier à la fois croissance de chiffre d'affaires et réduction, minimisation des dépenses. Donc tout ça pour dire que Orange, c'est pas une entreprise sur laquelle tu vas investir pour faire de la croissance, c'est pas une valeur de croissance, c'est une valeur à dividende. Et en parlant de dividendes, comme je l'ai dit avant, on va s'intéresser aux dividendes. Tac, tac, tac. On regarde l'évolution depuis 2015. On va déjà regarder l'évolution. On était à 60 centimes par action en 2015. Là, en 2017, on était à 0,65, 0,7 en 2019. 2020, on est retombé à 6. Là, on est de nouveau à 0,9. Donc, effectivement, c'est pas une entreprise qui augmente ses dividendes. Ce n'est pas une aristocrate des dividendes, c'est une valeur à dividende, c'est une valeur d'action, c'est une action à rendement, pardon. C'est une action à haut rendement. Et on peut le voir dans la colonne rendement, on a des rendements qui sont compris entre 4 et 9%. Donc ça rejoint ce que j'ai dit avant, c'est que Orange, si tu investis dessus, tu investis pour les dividendes et pas pour la croissance. Après, est-ce que cette stagnation des dividendes et le fait que ça fasse un peu le yo-yo, est-ce que c'est grave? Si le cours de bourse il est stable,
et que les fondamentaux restent inchangés, ça n'est pas grave en soi. C'est pas grave d'avoir des fluctuations comme ça. C'est un secteur qui est assez mature, ça va pas augmenter les dividendes tous les ans, mais tu peux avoir des bons petits rendements, surtout aujourd'hui à 9%. Donc en gros, ça veut dire que si tu investis 100 000 euros sur cette action, ce que je te conseille pas de faire, mais c'est pour l'exemple, si tu mets 100 000 balles sur cette action, eh bien, tous les ans, tu as 10% de dividendes, donc tu as 10 000 euros de dividendes qui tombent tous les ans. Donc c'est plutôt sympathique. Ce qu'on peut encore regarder au niveau du dividende, c'est la fréquence de versement. Donc là, on peut la voir, hein, je vais un peu cliquer sur plus. Ouais, c'est une fréquence de versement qui est semestrielle. 2 fois en 2015, 2 fois en 2017, 2 fois en 2018, 20, etc., etc. Et ça, c'est très intéressant en tant qu'investisseur d'avoir cette fréquence de versement parce que derrière, tu ne vas pas attendre des lustres avant de recevoir ton dividende. Je me souviens quand j'avais commencé à investir en bourse, j'étais un peu une bille, hein, j'étais un peu une chèvre. Je savais pas vraiment ce que je faisais. Et j'avais que des entreprises qui me versaient les dividendes une fois par an et c'était en mai. Donc tu devais attendre une fois, tu devais attendre mai de chaque année avant de recevoir les dividendes. Et quand tu peux vivre de ça, quand on a besoin pour, je sais pas, payer des meubles dans un appartement, que tu veux l'utiliser pour un autre business, tu as besoin d'avoir cette liquidité et tu as besoin d'avoir cette fréquence de versement qui est au minimum semestrielle. D'ailleurs, si vous regardez comment dire, les analyses de PEA que je fais sur mon PEA, vous pouvez voir que la majorité, je dirais 90% des valeurs à dividendes, elles ont un versement soit semestriel, soit trimestriel, voire même mensuel. Donc, intéressant, franchement, j'aime bien ce versement semestriel. Je pense aussi que les personnes qui sont sur cette chaîne et qui ont investi sur Orange aiment ce versement semestriel et ce beau rendement. Maintenant, la question, c'est que là, on a coché quasiment toutes les cases, hein. Les fondamentaux sont bons, le business a l'air bien diversifié, en place, un dividende qui est assez périn, qui est solide à long terme. Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que le cours de bourse est stable sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans? Pourquoi je dis ça? Parce que là, on peut se retrouver dans une configuration où le rendement est intéressant, le dividende est stable, mais derrière, le cours de bourse s'effondre. Donc en fait, ça ne sert à rien d'avoir un rendement sur dividende élevé si ton cours de bourse baisse. C'est comme si tu as un appartement. Imaginons que tu as acheté ton appartement 100 000 et que tu arrives à avoir un rendement de 10%. Si derrière ton appartement il perd 10, 15, 20% tous les ans, ça sert absolument à rien de générer autant de rendement. Donc, vaut mieux aller sur des trucs un peu plus patrimoniaux, plus safe, qui te proposent des rendements certes moins intéressants, mais beaucoup plus durables et pérennes à long terme. Donc, on va aller sur ProRateTime et regarder le cours de bourse pour voir un peu comment ça fluctue. Ok, alors on est sur la plateforme ProRateTime, c'est là où on fait les analyses graphiques. Et on va voir un peu, on va essayer d'avoir un aperçu du cours de bourse de Orange pour voir si ça sert à quelque chose d'investir dessus. Alors là, on est sur une temporalité de 1 jour. Donc en fait, temporalité de 1 jour, ça veut dire qu'un bâtonnet est égal à 1 jour. Donc ce qu'on va faire, nous, en tant qu'investisseurs, on va se mettre sur 1 mois. Et on va dézoomer. Alors, ce qui est intéressant de voir déjà, c'est que dans les années 2000, eh bien, il y a eu une grosse folie sur les dot-com. Orange en a fait partie, pardon, et là, on voit qu'il y a eu une grosse baisse. Jusqu'en 2003, le cours de bourse s'est totalement effondré. Maintenant, en 2003, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà. Est-ce que ça va se reproduire? Peut-être, peut-être pas. Mais ce qu'on voit, c'est quand même en 2003 jusqu'à maintenant, hein, jusqu'en 2021, on a un cours de bourse qui est assez stable. Disons qu'il n'y a pas de gros mouvements. Là, on voit que c'est assez stable, hein. Là, je peux tracer des lignes, c'est assez rectiligne. On peut investir sur des points bas, mais on voit que sur une temporalité de 17 ans, eh bien, le cours de bourse est assez stable. Donc, on peut très bien se dire que le dividende, eh bien, il vaut bien le coup, que le rendement est intéressant vu le cours de bourse. Après, le seul truc, hein, c'est que ces entreprises-là qui se sont fait massacrer, j'aime pas forcément investir là-dessus parce que c'est risqué. Mais derrière, chaque rendement élevé et chaque action à dividende qui propose ce type de rendement, hein, eh bien, elles ont leurs petits défauts. C'est très difficile d'avoir une action à dividende qui coche toutes les cases. Donc, est-ce qu'il faut investir sur Orange? Et avant que je réponde,
J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires, un avis argumenté, hein, et pas de dire ouais, mon papa travaille chez Orange, j'ai investi sur Orange. Ou il suffit pas de dire ouais, j'ai Orange depuis 10 ans sur mon téléphone, ouais, ça marche super bien, YouTube, je peux regarder les vidéos super rapidement, c'est trop bien. Non, donnez-moi un avis, un argumentaire euh, détaillé. Faites-moi un truc assez détaillé avec ce qu'on a vu et expliquez pourquoi vous investirez sur Orange ou au contraire pourquoi vous n'investiriez pas sur Orange. Donc, quelle est ma position vis-à-vis de Orange? Moi, honnêtement, il n'y a pas souvent. Bon, moi, honnêtement, ça n'arrive pas souvent que je dise oui pour une action, mais là, de ce que je peux voir, j'investirai sur Orange. Pourquoi? Parce qu'on a ce rendement qui est vraiment intéressant, un rendement qui est compris entre 5 et 10%, donc ça permet, si tu veux, d'avoir beaucoup plus de liquidité sur son PEA. Moi, la plupart des actions que j'ai dans le PEA, elles ont un rendement entre 2 et 3%. C'est très très faible et ça ne permet pas de générer assez de liquidité. Donc, ce que tu fais en tant qu'investisseur, pour pallier ce genre de problème, tu vas investir sur des actions à haut rendement, des actions comme Orange qui sont certes un peu plus risquées, hein, comme on peut le voir là, la bubble, là, ça fait un peu peur, mais derrière, tu vas avoir beaucoup plus de liquidité, beaucoup plus de dividendes et tu vas pouvoir réinvestir beaucoup plus ou même te payer toi. Donc j'investirai dessus, franchement, c'est une valeur qui me plaît bien, mais c'est pas impossible que j'investisse dans quelques semaines, quelques mois, quelques milliers d'euros dessus. T'as le mec qui fait l'investisseur, quelques milliers. Bon, c'est beaucoup, quelques milliers pour moi. Mais franchement, j'aime bien cette action. Et merci à ceux qui me l'ont recommandé de me l'avoir recommandé. Euh, donc que dire de plus? Je pense qu'on a dit pas mal de choses sur Orange. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo, si vous voulez encore d'autres analyses sur d'autres entreprises. Et comme d'habitude, hein, portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt!